Installez-vous, nous avons un temps qui est extrêmement contraint. Donc installez-vous pour ne pas perdre de temps dans les organisations, etc. Alors, tout d'abord, je voudrais, avant de démarrer, demander à Ahmed Galaï de venir sur la scène, à Audrey Pulvar de venir aussi sur la scène, à Salifo Thiem Toré de venir aussi sur la scène, à Victoire Tomega Dogbe, qui doit être là aussi, de venir et de s'installer sur les fauteuils, et ensuite à Mamadou Mouktar Diallo, et je les présenterai ensuite. Salifo. Victoire est-elle là? Je l'espère. Et sinon, Mamadou Mouktar Diallo, si vous pouvez aussi vous installer. Alors, le temps qu'ils arrivent, je vais présenter cette journée rapidement. Donc, évidemment, je vais commencer par la liste des remerciements. Donc, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants associatifs, Mesdames et Messieurs les volontaires, Mesdames et Messieurs, alors je fais toute cette liste juste pour vous permettre de vous installer et finalement d'écouter ce qui va se passer. Et puis vous dire surtout que nous soyons ministres ou volontaires, responsables associatifs de France ou d'un autre pays, nous sommes tous des volontaires au fond, ici dans cette salle. Et si nous ne le sommes pas ou nous ne l'avons pas été, nous sommes sûrs que le volontariat, pour nous tous ici, est une forme d'engagement puissant, comme il est dit dans les ODD, symbole et outil d'une citoyenneté active et responsable. Alors cet événement des 10 ans anniversaire de France Volontaire, mais au fond, c'est les plus de 50 ans d'engagement de volontaires à travers d'abord l'Association française des volontaires du progrès et ensuite, depuis 10 ans, France Volontaire, dont France Volontaire est une continuité logique. Cet événement est extrêmement important pour plusieurs raisons, puisqu'au fond, le volontariat, comme vous le savez, comme nous le connaissons, est une pratique très française, mais également déclinée dans d'autres pays, avec des formes originales et spécifiques dont sans doute nous parlerons ici. Le programme, je vais être très court. Le programme, il se déroule en plusieurs parties. Première partie, après des mots d'introduction du délégué général de France Volontaire, Jean-Daniel Balme, nous allons avoir 4 grands témoins. 4 grands témoins auxquels nous avons posé une question sur les défis partagés dans un monde en mutation. Et nous allons interroger ces grands témoins sur les questions de l'éducation à la citoyenneté internationale, à la citoyenneté mondiale, sur la préservation de l'environnement et du climat, sur les mobilités parce que nous préférons ce terme à celui de migration que nous n'apprécions pas, parce que nous pensons que les mobilités traduisent plus ce qui se passe dans le monde, à la fois en direction de l'Europe, mais aussi dans toutes les directions, à l'intérieur même des continents. Et une quatrième grande question, un quatrième grand défi sur les questions de l'inclusion sociale et professionnelle. Voilà. À la suite de ces 4 grands témoins, nous aurons la réaction de Mamadou Mouktar Diallo, qui est donc ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes de Guinée, et qui réagira finalement à ce qu'il a entendu, mais aussi va contribuer pour parler de la contribution des volontaires à l'agenda 2030. Ensuite, on fera une pause, et dans la deuxième partie, nous aurons à travailler sur cet appel pour le volontariat de demain. Les organisations membres de France Volontaire
On construit un appel pour le volontariat de demain autour de 5 grandes recommandations. Et 5 grandes recommandations que nous voulons faire vivre et que nous voulons partager par des exemples concrets, mais aussi des réflexions. Et la parole, là, sera aux volontaires, aux associations. Et ensuite, nous aurons une signature symbolique de cet appel. Alors pourquoi symbolique? Parce que d'ores et déjà, plus de 176 organisations ont signé cet appel. Et cet appel, donc ces organisations représentent à la fois des organisations françaises, mais aussi des organisations européennes, Lifelong Learning Platform, l'Association européenne pour l'éducation des adultes, Forum, enfin, etc. Et aussi des associations d'autres pays, d'Équateur, du Burkina Faso, bon, je ne vais pas tous les citer. Voilà. Et ces signataires sont à la fois des grosses et des toutes petites structures. Il n'y avait pas d'importance à cela, mais c'était plutôt l'idée de renforcer la question de cet appel pour le volontariat de demain. Alors, 2 informations. Au fond de la salle, tout à fait en haut, vous avez une personne importante, c'est Sarah Kerr, qui va dessiner en direct nos débats et qui va de temps en temps présenter un dessin qui traduit ce qu'elle entend, ce qu'elle entrevoit de ce que nous parlerons ici. Deuxième élément tout à fait technique, il y a ici la possibilité d'utiliser le Wi-Fi. Il est ouvert, alors n'hésitez pas à vous connecter pour, évidemment, vous avez vu, il y a des hashtags, engagement en commun, 10 ans France volontaire, pour dire en direct comment vous voyez et vous ressentez les choses. Et enfin, je terminerai, avant de donner la parole, je terminerai par un avertissement. Quel que soit le statut de chacun ici, ministre ou volontaire, responsable associatif ou simple citoyen, je vous demanderai vraiment, avec un peu d'insistance et peut-être de lourdeur, de respecter les temps de parole qui sont très contraints. À la fois pour le confort de la salle et des personnes qui entendent, mais aussi pour la clarté de votre discours. Inutile de prendre une demi-heure pour dire ce que l'on peut dire en 5 minutes. Voilà, j'arrête là et donc je vais passer la parole à Jean-Daniel Balme. Merci de monter sur la scène. Jean-Daniel est le délégué général de France Volontaire pour quelques mots d'accueil. Bonjour à tous. David, je serai très scrupuleux sur le temps que tu m'as imparti, donc je t'invite à mettre un chronomètre. Alors bonjour à tous. Qu'est-ce qui peut réunir aujourd'hui dans ce magnifique site de la Bibliothèque nationale de France, ici même à Paris, des personnes d'horizons si variés? David en a donné un aperçu. Il y a bien sûr quelques figures de la Fondation de France Volontaire, il y a 10 ans maintenant. Je pense évidemment à notre président Jacques Godefroy qui est avec nous. Je pense à Dante Montferrer, délégué général qui a œuvré à l'époque pour fonder cette institution et d'autres encore. Des acteurs associatifs du développement, de l'action humanitaire, du secteur jeunesse, de la solidarité ou de l'insertion, ou encore des mouvements de jeunesse. Je veux accueillir en particulier Sophal Pot de l'ONG OBT qui nous vient tout droit du Cambodge et qui s'exprimera tout à l'heure. Des organisations locales, nationales, européennes, internationales, tu en as cité. Je veux saluer, et je crois que tu l'as fait aussi, la présence de plusieurs membres du Forum international du volontariat pour le développement. Cher Marc d'Irlande, dear Helge from Norway, merci d'être avec nous. Des collectivités territoriales aussi, la région Centre-Val de Loire, la région Bourgogne-Franche-Comté, qui sont membres de la plateforme France Volontaire, mais aussi Cités Unies France, son président Roland Ries s'exprimera cet après-midi, l'Association des départements de France ou les régions de France. Et évidemment des représentants d'État ou d'institutions publiques. Je veux, comme toi, renouveler tout particulièrement mes remerciements auprès des différents ministres qui nous font l'honneur d'être ici présents. Donc, ministre de la Jeunesse du Togo, Madame Victoire Tomega Dogbe, j'espère qu'elle va nous rejoindre très rapidement maintenant.
Monsieur Mounouna Foutsou, ministre du Cameroun, Monsieur Salif Otiem Touré, ministre du Burkina Faso, qui nous a fait l'honneur de nous accueillir hier à l'ambassade du Burkina, mais aussi de l'Équateur, Seigneur Elas Tenorio, qui est présent ici aujourd'hui. Et puis évidemment, il y a des volontaires, des femmes et des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des seniors, qui se sont pleinement engagés dans une mission au service de l'intérêt général pour quelques mois, parfois pour plusieurs années. Lorsque vous vous êtes inscrit pour cette conférence, nous vous demandions en effet si vous aviez été ou êtes volontaire. Eh bien, il y a fort à parier que l'un au moins de vos voisins, si ce n'est les deux, a été volontaire ou est actuellement en mission. Dans l'un des pays, peut-être, qui sont à l'écran, ou d'autres pays qui n'ont pas été renseignés. Il y a par exemple parmi nous plusieurs volontaires du Burkina Faso qui sont actuellement engagés en France. Je ne sais pas où vous êtes, je ne vous vois pas avec les... Voilà, il y en a plusieurs qui sont dans la salle. Il y a peut-être aussi des volontaires qui ont été en mission au Burkina Faso par le passé. Peut-être que certains d'entre vous peuvent lever la main, je ne les vois pas. Voilà, je vois Thierry en particulier. Il y en a sûrement d'autres qui n'osent pas lever la main. Je vois ainsi aujourd'hui une véritable bibliothèque humaine, réunie autour de la conviction que l'engagement citoyen, le volontariat international, est un vecteur puissant pour changer le monde et changer la vie des gens. Pour offrir des opportunités d'engagement au public désireux de s'engager, jeunes ou moins jeunes, et surtout pour répondre aux défis de notre temps. C'est probablement l'approche multidimensionnelle du volontariat qui en fait tout son intérêt, proximité et interculturalité, diplomatie et coopération, démarches individuelles et collectives, engagement local, enjeux globaux, et aussi, bien sûr, mobilisation citoyenne. C'est ce que les membres de France Volontaire ont souhaité partager avec vous aujourd'hui, à l'occasion donc des 10 ans de notre plateforme de France Volontaire, par cette conférence vers le volontariat de demain, et au travers, surtout, tu l'as rappelé David, de la signature de l'appel pour le volontariat de demain, qui vise à répondre aux défis partagés de la transition écologique et solidaire, des mobilités, de l'inclusion sociale et professionnelle des jeunes et de la paix, et qui appelle des réponses communes et pour lesquelles donc le volontariat représente une solution concrète et inclusive. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nouveau, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les intervenants et intervenantes, d'avoir accepté de venir présenter et partager vos idées, vos convictions et votre témoignage. Nous en sommes très honorés et très fiers. Merci. Je ne voudrais pas ne pas remercier aussi l'équipe des salariés de France Volontaire, notamment l'équipe animée par Lucie Morillon, qui ont travaillé d'arrache-pied, vous le savez, depuis plusieurs mois, pour préparer cette conférence. Mais aussi les volontaires de France Volontaire, en particulier Pauline, Hugo, Séverine, qui nous ont offert le superbe logo des 10 ans que vous aviez sur l'écran tout à l'heure. Tous nos remerciements vont aussi au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, bien sûr, pour son soutien indéfectible depuis 10 ans, et à notre partenaire média, France Média Monde, qui nous honore de son partenariat. Avant de passer la parole à David Lopez, de nouveau, donc qui est responsable des relations internationales et Europe de la Ligue de l'enseignement, et aussi administrateur de France Volontaire, et qui donc, vous l'avez vu, va animer avec sa baguette cette belle après-midi. Merci David pour cette lourde responsabilité pour laquelle tu t'es porté volontaire. Nous allons visionner tout d'abord, donc avant de repasser la parole à David, une courte vidéo préparée par les équipes de France Volontaire, des volontaires et des membres de la plateforme, aussi bien en France que dans différents pays à travers le monde, et qui ont souhaité nous envoyer quelques messages à l'occasion des 10 ans. Très belle conférence, merci.
Merci. Bravo. Ouais. Alors, je vais commencer par donner la parole à Ahmed Galaï. Donc, je vous rappelle que nous avons eu l'idée de parler de ce monde en mutation et des défis finalement qui nous attendent. Alors, on a décidé de... Tu peux aller là ou tu peux rester là, comme tu veux, Ahmed. Donc, Ahmed Galaï, je ne vais pas trop présenter chacun des intervenants, puisque vous avez dans la petite brochure, vous avez une présentation détaillée de chacun. Mais Ahmed Galaï, c'est pour moi un grand plaisir de l'accueillir ici, puisque, indépendamment du fait qu'il représente le quartet, et donc de Tunisie, qui a reçu le prix Nobel de la paix, indépendamment du fait qu'il est de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qu'il a contribué à faire et à développer après des années un peu noires dans les années 80, indépendamment du fait qu'il est aussi membre de la Ligue tunisienne de l'éducation et qu'il a participé à de nombreux programmes avec Solidarité laïque. Ahmed est surtout un grand ami. Nous avons eu la chance de nous rencontrer dans des conditions tout à fait rocambolesques à Istanbul. Et depuis, nous sommes restés de grands amis et nous circulons et nous voyons régulièrement. Alors Ahmed, quand même, une question, puisque ce n'est pas tant la question des droits de l'homme qui nous intéresse là, mais plus la question de l'éducation. Au fond, toi qui te promènes un peu dans beaucoup d'endroits, toi qui as participé à tous ces programmes, quels seraient les défis les plus importants pour toi en matière d'éducation à la citoyenneté mondiale? Et si tu avais la possibilité d'agir sur une, deux ou trois questions, sur lesquelles agirais-tu? Voilà, à toi. Il y en a plein de défis actuels, vu que ce monde-là, comme dit la légende grecque, il est comme une petite boule sur les cornes d'un taureau, et parfois le taureau, quand il s'énerve, il balance la petite boule de terre là sur l'autre corne, et ça fait des guerres et des conflits, ça fait des réfugiés, ça fait des pauvres, ça fait des exclus, ça fait des morts dans les conflits. Donc il y a plein de défis. Et c'est pour ça que le volontariat est une réponse alternative citoyenne très très radicale et très généreuse, très attendue par beaucoup. Je suis volontaire. Je suis les droits de l'homme, mais les droits de l'homme sont un volontariat. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à aller visiter un prisonnier torturé ou bien assister des réfugiés dans un camp de Choucha, dans le sud tunisien, par exemple, après la révolution libyenne, 1 million de réfugiés qui sont venus chez nous au sud, et puis les militants de droits de l'homme, les familles les ont accueillis pour essayer de trouver des solutions à ces... Qu'est-ce qui les pousse à... Sinon que cette quête d'altruisme, cette quête de solidarité, sans attendre rien du tout, que le monde soit meilleur, que le monde soit moins souffrant. Donc, parmi ces défis-là, j'ai lu le texte de France Volontaire et il a posé 3 défis. Il n'y a pas que ça, mais ces 3 défis sont très, très urgents. Bon, je ne vais pas les citer dans l'ordre parce qu'il cite 3 défis. Le défi environnemental, écologique, c'est un défi que tout le monde doit, aussi bien volontaire, société civile, personnalité intellectuelle, artiste, tout le monde doit maintenant s'atteler à cette tâche-là de sauver la planète qui, vous le voyez maintenant avec ce climat-là qui se dérègle, comment on vit cette catastrophe climatique. Donc c'est un défi essentiel. C'est un défi essentiel, donc, et ce n'est pas dans l'ordre, parce qu'il y a d'autres défis. J'ai de la peine à mettre de l'ordre dans ces défis-là. Le défi de la mobilité aussi, c'est aussi un défi. Dans un monde toujours en mouvement, dans un monde en quête de reconnaissance, de connaissance, dans un monde où les gens sont parfois obligés, pas choisissent, de fuir un réel malheureux, un réel belliqueux. Ils fuient une terre qui tremble, il y a même des réfugiés maintenant écologiques. Hein. Ils fuient une guerre au Yémen, ou bien vous avez vu les drames qui se tissent tout près de nous, pas seulement à la télévision, elles se tissent vraiment près de nous, au Yémen, aussi, en Syrie, en Afrique aussi, au Congo, partout dans le monde. Il y a des réfugiés qui sont pourchassés par la guerre, par la famine, par les exactions de toutes sortes, surtout les femmes aussi, qui sont maintenant utilisées comme armes de feu, comme armes de combat par certains
milieux belliqueux et néolibéraux. Ça, c'est un défi aussi important. Je reviendrai à ces 3 défis dans le temps imparti, mon ami David. Et puis, l'autre défi aussi qui touche la jeunesse, c'est le défi de l'inclusion sociale et de l'inclusion professionnelle, l'éducation. Donc, le défi environnemental. Moi, je suis d'avis que l'environnement, ce n'est pas seulement une quête du beau, c'est aussi une quête de l'esthétique, avoir un bel environnement, mais c'est aussi un choix politique essentiel. C'est un mode de gouvernance, parce que les pouvoirs despotiques imposent à leur peuple le nucléaire, parce que les intérêts économiques libéraux et néolibéraux, capitalistes, pour leur intérêt immédiat, imposent à leur peuple, à la population, des choix environnementaux qui sont en train de dégrader la population et dégrader la terre et enlever les chances aux générations futures. Donc c'est un combat au centre de la politique, au centre de l'économie et du social. C'est un combat qui touche tout un chacun qui se dit citoyen. Ce n'est pas seulement pour mettre une fleur devant chez soi, c'est pour mettre aussi une politique citoyenne, civile, inclusive, qui surtout respecte la nature, mais aussi, surtout, elle donne des chances aux générations futures. Et dans ce sens-là, l'éducation prend une part importante. Il faut éduquer. Déjà, l'école doit être à même de suivre cette évolution. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas cette urgence d'écologie. Maintenant, je crois qu'il y avait très peu de programmes scolaires qui parlaient d'écologie, sauf en termes de, comme on dit en arabe, nous, les oiseaux qui gazouillent. Mais ce n'est pas seulement ça. Je crois que les programmes scolaires, les curricula scolaires, les programmes et les manuels, que ce soit à l'école, bien en famille, doivent développer cette conscience environnementale, sociale et civile. Et là, c'est un défi altruiste de don de soi. On ne pense pas seulement à nous-mêmes quand on vit actuellement, on pense comment on va laisser cette terre-là à nos enfants, à nos petits-enfants. Quel legs on va leur laisser? Est-ce qu'on va leur laisser une terre noircie par les fumées, avec des trous d'ozone de plus en plus béants, avec des maladies de plus en plus graves, avec des économies qui ne servent que la minorité? Donc ça, c'est un défi actuel. Et les générations doivent être développées dans cet esprit-là. Pas seulement pour moi, c'est pour l'autre que je le fais. J'en profite en tant que jeune, en tant qu'enfant, mais aussi je pense à ceux qui vont venir après moi. Donc ça, c'est un défi essentiel, je crois. Et l'école doit et peut jouer, et doit jouer, pas seulement qu'elle peut, mais... Et là, c'est un travail qui doit mettre ensemble les parties, les États, les pouvoirs publics, la coopération, la concertation entre les pouvoirs publics et les ONG, et les communautés, et les personnalités donc, indépendantes. Et c'est là que doit être mise en place une concertation citoyenne. Les pouvoirs publics doivent apprendre à entendre les ONG et c'est ça aussi un travail de citoyenneté, que les enfants à l'école peuvent faire un travail de plaidoyer pour aller demander à un parlement de légiférer, de faire une loi plus clémente avec la nature. Donc c'est aussi un travail multifactoriel, multidimensionnel. Les enfants peuvent, tout en s'éduquant à cette conscience, à cette valeur d'environnement, peuvent aussi participer à mettre en place des politiques environnementales beaucoup plus justes et beaucoup plus clémentes pour le futur. La mobilité est un défi essentiel actuellement. C'est un deuxième défi, ce n'est pas dans l'ordre, mais c'est un défi très, très brûlant, parce que vous voyez, ce n'est pas le nombre de morts qui m'interpelle, parce que comme on a un dicton en arabe, ou bien même, je crois qu'il est même au Coran, ou bien un hadith, si un est mort, c'est comme si toute l'humanité est morte. Donc ce n'est pas un décompte funèbre, mais le décompte est là, c'est un fait réel, matériel. Lorsqu'on sait qu'il y a 20 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée en 20 ans, c'est vraiment un catacombe que l'économie libérale, elle paye les frais, c'est elle qui en est responsable.
Ils sont pas morts de leur propre gré. Ils sont pas ces enfants qui fuient, ces jeunes qui fuient la misère tunisienne, ou bien marocaine, ou bien libyenne, ou bien congolaise, ou bien de Burkina Faso. C'est pas seulement en cherchant l'Eldorado de l'Europe, de l'Union européenne, qui fait beaucoup de lois, de belles lois, mais qui ferme la porte à ces enfants qui meurent vraiment réellement. 20 000 qui sont morts en 2 décennies, c'est une véritable guerre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les communiqués des ONG internationales, Human Rights Watch, ou bien Amnesty, ou bien nous aussi on le dit, c'est une guerre que livre l'économie libérale qui ne pense qu'à ses intérêts propres et immédiats, ça veut dire urgents, tout de suite, et donc on va gagner, au dépit et au détriment de la vie humaine. Donc il y a maintenant des déplacés par millions. 10 millions de personnes sont déplacées par la guerre, par les conflits, par le climat. Là aussi, il faudra faire un travail de solidarité, encore une fois, un travail de concertation entre les pouvoirs publics et entre les ONG, pour humaniser les relations internationales, pour ne pas sécuriser seulement. C'est vrai que l'Europe, bien même l'Amérique aussi fait, l'Amérique de Trump qui veut mettre un mur. J'étais au Mexique, puis c'était là, il y avait aussi Trump qui était là, puis qui avait l'audace de dire, voilà, vous allez construire un mur et c'est vous qui allez le payer en plus. Hein. Comble de malheur, Trump impose aux Mexicains, à l'époque, il y avait 2 ans en arrière, de mettre un mur. Nous, on va leur dire, non, on ne va pas mettre des murs, monsieur Trump, ou bien n'importe quel autre Trump, hein. Vous ne nous trompez pas, monsieur Trump, on va mettre surtout des ponts entre les peuples et pas des murs. Donc ça, c'est pas seulement aussi un vœu pieux. Lorsqu'on dit mettre des ponts, c'est par la politique d'éducation, par un esprit de soi, par un don de soi, par un changement d'attitude surtout, par ne pas suivre les chemins faciles de l'intérêt immédiat, mais de voir l'humanité tout entière. Parce que nous sommes dans une même, je dirais même galère, pas galère, nous sommes dans un même bateau. S'il coule, il va couler avec tout le monde. Excusez-moi, c'est la méduse, hein. C'est le radeau de la méduse. Donc il faut sauvegarder ce méduse-là, ce radeau-là. Et on peut le garder, bien sûr. On peut le rendre même... on peut construire ce radeau-là pour qu'il devienne une belle barque qui va nous amener vers Chat Salam, vers les berges de la sécurité et de la plénitude. Donc ça aussi, c'est un travail à faire. C'est le volontariat peut aussi faire. Il y a beaucoup de volontaires. Moi, j'y étais aussi à Choucha avec des camarades tunisiens pour pour donner des assistants juridiques à des réfugiés en mal de papier ou bien qui ne comprennent pas les... On a donné des leçons à des enfants tchadiens ou bien nigériens ou bien des Libyens qui viennent en Tunisie parce que c'est mon pays, mais ça se passe aussi ailleurs. Et j'ai vu beaucoup de volontaires qui aussi font le même travail que nous. C'est ça aussi qui montre un peu le côté altruiste, d'abnégation personnelle, qui ne cherche pas qui veut seulement servir l'humanité, servir les valeurs universelles. Donc, je ne vais pas m'en allonger parce que je vais passer au 3e défi. Il y en a d'autres. J'ai gardé un 4e. Combien il me reste de temps, mon cher David? 3 minutes. OK. Alors, l'inclusion sociale, c'est l'éducation. L'éducation, maintenant, elle est aussi en mal. Elle bat de l'aile. Donc, partout dans le monde, il y a... vous connaissez un peu maintenant l'action internationale, mondiale, qui combat contre la marchandisation de l'économie éducationnelle, qui devient une économie, et on applique à l'éducation maintenant des termes de productivité, de production, comme on l'applique dans le marché, comme une marchandise. Non, l'éducation n'est pas une marchandise, c'est un droit fondamental. Donc il faut assurer à tout un chacun, à tous et à toutes, un droit à une éducation de qualité, non pas n'importe quelle éducation, de qualité qui assure à l'enfant, fille ou garçon, sans discrimination aucune, ni de sexe, ni d'intérêt, ni d'origine sociale, une éducation qui leur assure un peu la construction de soi, la construction d'un avenir, la construction d'un projet social, d'un projet professionnel et social. Donc, le volontariat, et j'en finis ici, et l'engagement. J'étais avec des jeunes engagés l'année passée à Tunis, qui étaient à Tunis par l'appui de la cellule d'engagement. Et on a eu un grand débat sur les défis actuels, comme maintenant on le fait ensemble. Et ça, c'est une très bonne expérience que les jeunes du monde entier se voient, se concertent, échangent leur vision du monde. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes visions du monde, mais elles ne sont pas nécessairement contradictoires, elles sont complémentaires, elles se mettent en puzzle l'une après l'autre pour construire je reprendrai l'adage de Aldous Huxley,
pour construire un monde meilleur, pour un alam al-afdal. Donc le volontariat a cette fibre-là, cette verve-là, de mettre ensemble des gens différents. C'est aussi une culture à la différence, une culture à la tolérance. Et là, je viens le 4e défi, et je finis par là, le défi interculturalité, l'interculturel, qui est en fait lié avec les autres défis, la mobilité, mais c'est aussi maintenant dans un monde qui est de plus en plus violent, où il y a plus de défis de discours de la haine qui est pris par la droite, par les populistes, et qui construisent avec ça des oligarchies ou bien des régimes, des empires. Il faut que nous soyons là. Le volontariat est là aussi pour dire non à ce discours de la haine. Nous sommes pour un discours de paix, de solidarité, d'entraide, d'inclusion, toutes les valeurs que Volontariat International défend et que nous aussi défendons ensemble. Merci. Merci Ahmed. Merci Ahmed. Merci pour cette première intervention sur les défis donc partagés de ce monde en mutation. Alors je vais donner la parole maintenant à Audrey Pulvar. Je ne vais pas la présenter puisque je pense que tout le monde la connaît, à la fois comme journaliste, même si on peut dire que Audrey Pulvar est à la fois journaliste dans l'image, mais aussi dans l'écrit, dans certaines revues, dans la radio, etc. Mais Audrey Pulvar a été invitée ici, non pas tant comme journaliste, mais plutôt que par son engagement sur les questions liées à l'environnement, puisqu'elle a été évidemment dans la fondation Nicolas Hulot, et maintenant elle est aussi la directrice d'une association qui s'appelle African Pattern, dont elle parlera sans doute. Et à Audrey Pulvar, on a posé la même question qu'à nos deux autres intervenants ensuite, en disant au fond, vous êtes une spécialiste, Audrey, de la préservation de l'environnement, du climat. Quel est le regard que vous portez sur ces défis? Et surtout, si vous aviez la possibilité de faire 3 choses qui pourraient améliorer cette situation-là, qu'est-ce que vous feriez? Audrey, à vous. Si seulement. Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste pour préciser, donc, je ne suis plus journaliste depuis un peu plus de 2 ans. J'ai quitté ce beau métier que j'aimais tant, justement, pour me mettre au service de l'intérêt général et des questions liées à l'environnement et à l'effondrement de la biodiversité. Et j'ai effectivement eu l'honneur de présider la Fondation pour la Nature et l'Homme, Fondation Nicolas Hulot, pendant 1 an et demi. J'ai créé, il y a 3 mois, un fonds de dotation. Ce n'est pas tout à fait une association, mais un fonds de dotation qui s'appelle African Pattern. Sur les questions liées à l'environnement, au climat, à l'effondrement de la biodiversité, qui sont, et puis on peut rajouter écologie, qui sont des notions pas tout à fait identiques, on ne peut pas mettre un signe égal entre toutes, c'est des notions différentes les unes des autres. On est au cœur de la question du volontariat, puisque l'urgence climatique aujourd'hui et l'urgence liée à l'effondrement de la biodiversité, d'abord concerne le monde entier. Il n'y a pas un endroit du monde aujourd'hui qui soit à l'abri des conséquences du réchauffement climatique. Et je dis à dessein le mot réchauffement climatique, puisqu'on a voulu atténuer la menace qui est contenue dans le mot de réchauffement et de réchauffement global warming, réchauffement climatique, en le déclinant sous différentes versions. Mais c'est au départ le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine qui provoque un changement de climat, qui provoque des dérèglements climatiques et qui nous amène aujourd'hui à la situation d'urgence climatique dans laquelle nous sommes. Donc il n'y a pas un endroit du monde aujourd'hui qui soit épargné par les conséquences et les effets du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Mais évidemment, il y a des endroits du monde où cette prégnance est plus cruciale que d'autres. La région sahélienne est évidemment plus touchée de façon beaucoup plus sensible et encore une fois beaucoup plus cruciale que le nord de l'Europe, c'est évident. Mais nous y sommes tous, et aujourd'hui, dans un pays riche, développé au sens moderne du terme développement, qui, à mon avis, peut être remis en question, comme la France, les effets du réchauffement climatique se font sentir tous les jours. Alors, je ne voudrais pas vous parler de la canicule, on est en plein dedans, mais c'est un peu difficile aujourd'hui de dire s'il s'agit d'un phénomène de météo ou s'il s'agit d'un phénomène directement lié au réchauffement climatique. Donc,
Je ne prendrai pas l'exemple de la canicule exceptionnelle que nous vivons en ce moment, mais plutôt justement à l'échelle du climat, des observations qui permettent de démontrer à quel point, y compris dans les pays les plus responsables du problème, les plus émetteurs de gaz à effet de serre, comme les pays de l'hémisphère nord, il y a des effets du réchauffement climatique dès aujourd'hui sur la modification des paysages, le déplacement d'espèces animales et d'espèces végétales, les phénomènes climatiques, et non donc météorologiques, les phénomènes climatiques extrêmes qui se multiplient, la précarité énergétique dans laquelle sont tenus 11,5 millions de Français, les questions évidemment liées à l'usage de l'agrochimie, les effets sur la santé publique, les 70 à 80 000 morts prématurées en France chaque année, et c'est 500 000 à l'échelle de l'Union européenne chaque année, 70 à 80 000 morts prématurées dues à la pollution de l'air. Tout ça, ce sont des effets, y compris dans notre pays tellement bien organisé, des effets aujourd'hui du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Je vous laisse imaginer, si nous continuons sur la même trajectoire, ce qu'il en sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, sachant que les phénomènes en question sont exponentiels, puisque c'est comme une machine en surchauffe, mais en fait, plus elle chauffe, plus elle chauffe. Et donc, plus les effets inhabituels, exceptionnels, excessifs se produisent de plus en plus rapidement. Ça, c'est pour nous. Et puis, il y a le reste du monde. Dans le reste du monde, donc, mettez la France avec tous les pays industrialisés de l'hémisphère nord, dans le reste du monde, il y a évidemment les zones tropicales qui subissent des changements massifs, importants, profonds de déséquilibre en termes de biodiversité, de leur climat, de leur récolte, de leur saison des pluies, etc., etc. Et puis il y a des zones comme la zone sahélienne, où les effets du réchauffement climatique non seulement sont aujourd'hui incontestables et constatables au quotidien par l'homme et la femme de la rue comme par le chef d'État en charge de la conduite des affaires de son pays, mais en plus, ces questions induisent des conflits, ça on savait déjà, la propagation du terrorisme, c'est plus récent. Le fait que la région sahélienne soit aujourd'hui confrontée à tant de problèmes de sécurité n'est pas dû que au réchauffement climatique, mais les effets du réchauffement climatique rendent beaucoup plus vulnérables un certain nombre de populations à des factions terroristes. Ah, je croyais qu'il avait été coupé. Et aggravent les questions de terrorisme dans ces pays. Donc aujourd'hui, on a un phénomène et une urgence climatique qui concerne l'ensemble de la planète, pour laquelle le volontariat se justifie d'autant plus que chaque citoyen, quel que soit son niveau de responsabilité dans le problème, peut agir, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que les multinationales, les entreprises s'y mettent, ça c'est de plus en plus le cas, et il faut aussi que les responsables politiques, les collectivités s'y mettent, c'est de plus en plus le cas, et il faut surtout que les États prennent leurs responsabilités, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je vous disais, c'est un problème qui est mondial, qui nous concerne tous. C'est un problème pour lequel chaque action est nécessaire. Donc évidemment, le volontariat, il trouve toute sa place. C'est un problème surtout qui est totalement transversal. Ce n'est pas qu'une question, je pense dans cet exemple, ce n'est pas qu'une question d'ours blanc qui dérive sur son morceau de banquise détaché d'un ensemble. Ce n'est pas qu'une question de moucherons qui disparaissent et qui ne salissent plus les pare-brises de nos véhicules quand on fait une grande traversée d'Europe du Nord vers l'Europe du Sud. Ce n'est pas qu'une question de canicules plus fréquentes. Ce sont aussi les enjeux liés à l'environnement, à la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Ce sont des enjeux économiques majeurs. Ce sont des enjeux de transformation de nos modes de vie extrêmement importants, tellement importants que c'est parfois un peu sidérant. Ce sont des questions de mobilité, au sens où vous l'entendez, des migrations, mais aussi de mobilité, transport des populations. Ce sont des questions d'éducation.
seront des questions d'agriculture et d'alimentation, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on sait qu'on a la possibilité aujourd'hui et qu'on aura la possibilité demain, quand nous serons 10 ou 12 milliards, de nourrir l'ensemble de la planète de façon correcte, équilibrée et avec une agriculture bio ou de haute qualité environnementale, mais il faut changer le modèle agricole. Donc c'est aussi une question d'agriculture et d'alimentation. C'est évidemment une question d'énergie. Quel type d'énergie on utilise, quel type d'économie d'énergie on engage. Donc, vous déclinez avec des questions d'aménagement du territoire, de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique. C'est une question, évidemment, de commerce international, puisque la surchauffe de consommation dans laquelle nous sommes plongés en permanence est l'un des principaux moteurs du problème. Ce sont des questions de sécurité intérieure, de sécurité entre nations. J'étais en République démocratique du Congo il y a 2 mois et on m'expliquait qu'il commençait à y avoir des tensions entre le Tchad et la République démocratique du Congo à propos de la ressource en eau. Le lac Tchad étant en situation de stress hydrique important et des autorités tchadiennes réclamant de RDC qu'elles inversent le cours d'un fleuve pour pouvoir être alimentées correctement en eau. Il est évident que ce genre de problématique crée des conflits qui ne sont pas des petits conflits et que ce n'est que le début. Il y en a déjà, ce type de conflit existe déjà, il y en a déjà, il y en aura de plus en plus. Donc c'est une question de sécurité intérieure et sécurité entre les États. C'est évidemment une question de santé publique. C'est une question de justice. La justice climatique est quelque chose, vous avez bien sûr entendu parler de ces agriculteurs américains qui gagnent des procès contre Monsanto. Vous avez sans doute entendu parler de l'affaire du siècle, ce recours contre l'État français engagé par 4 ONG, dont la FNH, dont je faisais partie à ce moment-là, pour inaction climatique. Donc la justice climatique, ça existe aussi. Et puis c'est même une question de culture, et encore une fois de mode de vie et de sens que nous accordons à nos existences. Et c'est surtout à la base de tout ce que je viens de tout ce dont je viens de vous parler, tout ce que je viens de vous dire, c'est surtout une question de justice sociale. Ça, c'est vraiment le socle de toute réflexion écologique juste. C'est une question de justice sociale. Parce que ce qu'on observe à l'échelle de la planète, comme à l'échelle de nos pays, comme entre pays, c'est que plus vous êtes bas sur l'échelle des revenus, soit en tant qu'individu, soit en tant que pays, moins vous contribuez au problème, vous émettez moins de gaz à effet de serre, et vous avez moins de capacité de vous protéger des effets du réchauffement climatique, et vous subissez beaucoup plus l'impact de ce réchauffement climatique. Et c'est comme ça que si on s'en tient par exemple à l'indice, le fameux indice HAG, l'empreinte par hectare, l'empreinte écologique par hectare de chaque habitant de la Terre, j'en termine rapidement sur ce point, puisqu'on entend parler du jour du dépassement. Régulièrement, on vous parle du jour du dépassement, ce jour de l'année à partir duquel nous aurions épuisé les réserves de la Terre. Mais la réalité, c'est que qu'on fasse confiance ou pas à cet indice, ce qui est important, c'est l'échelle de valeur. Pour que l'activité humaine aujourd'hui soit soutenable pour la planète chaque jour de l'année, il faudrait que l'empreinte moyenne par être humain de cet indice HAG soit de 1,7. Et la moyenne aujourd'hui, à l'échelle mondiale, est de 2,3. Donc en fait, c'est tous les jours, le jour du dépassement. Mais dans ce 1,7, vous avez un habitant du Malawi qui est à 0,5 ou 0,6, et puis vous avez un Américain qui est à 10. Vous avez un Européen qui est aux alentours de 6,5, 7. Vous avez un Français qui est aux alentours de 5. Donc il est déjà largement au-dessus des 1,7. Mais ce Français qui est aux alentours de 5, s'il fait partie des 10% des Français les moins favorisés, les moins lotis en France, en fait, son empreinte est de 1,3. Mais s'il fait partie des 10% des Français les plus aisés, son empreinte est aux alentours de 6 ou 7. Et c'est valable à l'échelle des individus et c'est valable à l'échelle des pays. Et c'est pour ça qu'un continent entier, le continent africain, aujourd'hui,
est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, mais subit une très grande partie des effets du réchauffement climatique provoqués par les pays de l'hémisphère nord. Et pour vous situer, 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, c'est moins, pour tout un continent, d'1,6 milliard d'habitants, c'est moins que nos usages numériques, téléphone, Internet, etc., etc. Donc vous voyez, c'est vraiment, si on n'est pas dans la question du volontariat, de la solidarité et du faire ensemble avec le réchauffement climatique, je ne sais pas quel sujet pourrait l'être plus que ça. Alors vous me demandez trois actes en très court, particulièrement si j'avais la possibilité. Alors si j'avais la possibilité de changer le monde, hélas, je n'ai même pas la possibilité de changer ma propre vie, ne serait-ce que la mienne. Si j'avais la possibilité de changer le monde, eh bien déjà, je sortirais du modèle économique de développement capitaliste mondialisé tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui ne peut fonctionner que pour un petit nombre au détriment du plus grand nombre, et qui ne peut fonctionner que si nous sommes en situation de surcombustion et de surconsommation, comme nous le sommes aujourd'hui. Or, ce modèle montre ses limites. Deuxièmement, je nous sortirai de la dictature des algorithmes. Parce que les algorithmes, c'est intéressant. Les nouvelles technologies, c'est important. Je les utilise comme vous. Ça nous a facilité beaucoup de choses dans la vie et ça continuera à nous en faciliter beaucoup. Mais non seulement ça produit beaucoup de gaz à effet de serre, ça a un impact sur la biodiversité qui est absolument désastreux, mais surtout, contrairement aux apparences, c'est une rupture permanente du lien social. Or, on sait très bien que pour faire face de façon solidaire à l'enjeu mondial de l'urgence climatique, la seule réelle force que nous avons, en dehors de tous les ajustements techniques, comment on va faire, combien de voitures, combien de bâtiments, où, etc. Tout ça, c'est de la technique et en plus, on sait ce qu'il faut faire. Mais la seule véritable force dont nous disposons, c'est notre capacité à établir du lien social, non seulement avec nos semblables, mais avec le vivant en général. C'est-à-dire, c'est notre relation au vivant qu'il faut retisser, qu'il faut recréer, qu'il faut réinventer. Donc lever le nez de son écran de temps en temps et se rendre compte qu'autour de soi, il y a des êtres vivants, des êtres humains, mais il y a des êtres vivants. Et si nous ne nous reconnectons pas avec le monde vivant, la planète, elle nous survivra. L'enjeu, en fait, c'est pas de sauver la planète. L'enjeu, c'est de sauver la vie sur Terre, le vivant sur Terre, dont nous faisons partie. Pour tous ceux qui vous disent « oui, mais ça s'est déjà produit dans le passé, qu'il y ait des périodes de réchauffement climatique extrême, on est passé de -5 à 0, de 0 à 5 et tout ça », c'est vrai, ça s'est produit. Mais d'une part, ça s'est produit sur des millénaires et non sur 150 ans, et d'autre part, les êtres humains n'existaient pas encore. Donc la planète, elle continuera à fonctionner sans nous. Mais d'abord, on disparaîtra si on continue comme ça, mais surtout, si on pouvait juste disparaître comme ça, d'un claquement de doigts, bon, ce ne serait pas trop grave, mais on va disparaître dans d'atroces souffrances. Et c'est déjà le cas aujourd'hui pour 25, 30, 35 millions de personnes qui, chaque année, sont des déplacés ou des réfugiés climatiques. Et puis, troisièmement, vraiment très, très rapidement, c'est sur les comportements individuels qu'il faudrait agir. Alors, je vais vous passer tout ce qu'il faut transformer dans nos modes de vie en matière justement de transport, de mobilité, etc. Prenons un exemple, un seul. Je parlais tout à l'heure de l'agriculture. Aujourd'hui, on a les moyens de nourrir l'ensemble des humains de cette planète de façon satisfaisante quotidiennement et en préservant l'environnement et la biodiversité, en changeant de modèle d'agriculture. Or, 1 milliard d'êtres humains souffrent de la faim aujourd'hui dans le monde. 1 milliard d'êtres humains, c'est-à-dire 1 sur 7. Et 3,5 milliards d'êtres humains survivent avec $2 par jour. Donc, bon, je n'ai pas la possibilité de régler le problème de la faim dans le monde, mais je crois que nous avons tous la possibilité de réfléchir à ces questions-là et de faire juste une chose, consommer moins de produits carnés. Je ne vais pas vous dire ne mangez pas du tout de viande, mais mangez-en moins et de meilleure qualité. La viande française, très bonne qualité. Mangez moins de viande, mais une fois par semaine, de la bonne viande française. Vous allez soutenir
pour ceux qui sont français dans la salle, parce qu'il n'y a pas que des Français, vous allez soutenir une agriculture vertueuse, des agriculteurs qui font un travail de qualité, vous allez être en meilleure santé et en plus ce sera meilleur pour l'ensemble de la population mondiale. Bon, ben, c'est pas si mal de pouvoir faire autant de choses rien qu'en faisant le choix de ce qu'on met dans son assiette. Merci. Merci Audrey. Alors, on a un tout petit peu dépassé, mais pendant que je vais passer la parole à Salifo Thiem-Toré, j'aimerais que Victoire Tomega Dogbe monte, et puis aussi Mamadou Mouktar Diallo, je crois, qui est arrivé. Voilà, si vous voulez bien monter, comme ça vous serez déjà bien installés dans les fauteuils pour pouvoir ensuite prendre la parole. Oui, Mamadou, si vous voulez bien venir aussi. Ouais. Alors, Salifo Thiem-Toré, vous êtes le ministre de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso. Et donc, on va vous demander, pour vous, quel est le regard sur le défi des mobilités. Si vous voulez vous installer là, alors là aussi, pour 10 minutes, si c'est possible, je ne vais pas présenter non plus Monsieur le ministre. Voilà. Je ne vais pas le présenter puisque vous avez une présentation dans le petit fascicule, mais quand même dire qu'il a une longue expérience depuis fort longtemps. J'étais impressionné en lisant le fascicule qu'au moment où j'avais 25 ans, Monsieur le ministre était avec Monsieur Thomas Sankara dans les groupes qui ont mené la révolution au Burkina Faso. Mais il a aussi eu beaucoup de responsabilités, donc si j'ai bien compris, municipales, régionales et aussi dans un certain nombre de lieux, notamment sur les questions de la jeunesse. Alors, à vous, Monsieur le ministre, pour 10 minutes. Merci. Je voudrais peut-être m'aider avec quelques notes parce que je n'ai pas l'éloquence et la loquacité donc de Audrey ni de Ahmed. L'une est journaliste, l'autre est prix Nobel. Alors, moi, je voudrais donc effectivement m'appuyer sur mes notes. Et comme on le dit, un adage de chez nous dit que s'asseoir ensemble pour échanger ne cultive pas le champ, mais aide à prendre des décisions. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais, à l'entame de mon propos, présenter mes compliments aux autorités françaises au nom du président du Faso et adresser mes sincères remerciements pour l'amitié faite au pays des hommes intègres, en invitant donc le Burkina pour participer à ce rendez-vous des acteurs du volontariat et de l'engagement citoyen. Je voudrais saisir donc cette occasion pour témoigner toute ma reconnaissance à M. le délégué général de France volontaire, ainsi qu'à toute son équipe, mais aussi à toutes ces personnalités, femmes et hommes, qui ont œuvré donc pour que cette journée puisse avoir lieu. C'est donc avec un grand intérêt que je participe à cette grande conférence qui marque les 10 ans de France volontaire, dénommée conférence vers le volontariat de demain. Mon intervention va porter sur l'inclusion sociale et professionnelle en lien avec la contribution du volontariat et l'engagement citoyen. L'inclusion sociale est un sujet d'actualité car l'aspiration fondamentale de tout citoyen, quelle que soit sa race, sa culture, son origine sociale ou son pays, est de pouvoir vivre dans une société qui le reconnaisse comme étant un membre à part entière à égalité de droits et de devoirs avec tous les autres membres. Ceci dit que la communication que je vous propose offre une opportunité d'échange sur la matière dont le volontariat et l'engagement citoyen peuvent constituer comme une des réponses possibles au défi de l'inclusion sociale. Vivre ensemble, le monde commun à construire, où les clichés n'existent pas.
À cet exercice, je voudrais proposer cette articulation suivante. Premièrement, parler de l'inclusion sociale de façon générale, mais parler aussi de l'expérience du Burkina Faso en matière d'inclusion sociale. Parler des défis et interpellations, mais parler de la contribution du volontariat et l'engagement à la promotion de l'inclusion sociale et professionnelle. Et peut-être que nous pourrons terminer par quelques mesures concrètes et innovantes. Alors, pour ce qui concerne donc les généralités sur l'inclusion sociale et professionnelle, je ne vais pas apprendre à cette assistance ici, si majestueuse, devant laquelle je perds mes mots, que l'inclusion sociale est comprise entre le sentiment de faire partie d'une communauté dont les membres sont liés entre eux, mais une identité commune et des valeurs partagées. Ce qui veut dire exclure, c'est empêcher l'autre de participer et le tenir à l'écart. Inclure, c'est aller le chercher et l'intégrer. Donc lui faire une place, lui donner l'occasion de participer à la vie communautaire. Une société fondée sur l'inclusion repose sur le respect mutuel et la solidarité, sur la garantie d'une égalité des chances et des conditions de vie décentes pour tous, sur la diversité comme une force et non comme un facteur de division. L'inclusion sociale et professionnelle est un remède contre l'inégalité, l'isolement et la solitude qui sont le lot de bien de gens dans la communauté. Elle fait partie de la vision que se donnent les gouvernants, une organisation, une communauté, sur le plan économique, social ou culturel. La pauvreté est l'une des principales causes du sentiment d'exclusion. L'absence d'accès aux services sociaux et de santé, de perspectives de formation et d'emploi peut également contribuer à l'exclusion sociale et professionnelle. Le lieu de vie joue également un rôle. Les personnes vivant dans les régions rurales, dans les régions sahéliennes, dans les régions où il existe peu d'infrastructures socio-éducatives. Tout cela, ces gens qui vivent là-bas courent plus de risques de souffrir d'exclusion sociale que celles qui vivent dans des grands pays, qui vivent au nord ou qui vivent en ville simplement. On peut, de toute façon, quel que soit le lieu où on se trouve, se sentir exclu, quel que soit son niveau de revenu ou d'éducation. L'expérience un peu au Burkina Faso, avant peut-être de venir là-dessus, je voudrais citer quelques exemples de catégories de personnes qui se sentent généralement excluses ou qui sont excluses de fait. Il y a les pauvres qui sont sans logement, sans santé, sans éducation, sans bonheur. Il y a les personnes vivant avec un handicap. Il y a les personnes qui vivent dans les zones rurales ou dans les zones défavorisées par la nature, comme le Sahel, comme une partie de mon pays qui vit et qui souvent, pour avoir un repas dans la journée, mais c'est comme traverser la Méditerranée. Il y a les déplacés forcés, les réfugiés et autres, pour raisons d'insécurité, de conflits, de famine. Il y a les jeunes sans emploi, qui sont des milliers. Il y a les femmes marginalisées, exclues de la sphère des décisions, alors qu'elles sont plus de la moitié de nos populations. Alors, pour réduire donc ce sentiment d'exclusion au niveau donc du Burkina Faso, il y a donc un engagement politique fort qui est exprimé dans les programmes présidentiels dont la vision est bâtir avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice. Et pour empêcher les gens de se sentir dans cette exclusion, il y a des politiques fortes qui ont été entreprises, telles que la gratuité des soins des femmes enceintes, des enfants de moins de 5 ans. Il y a l'éducation pour tous jusqu'à l'âge de 16 ans, qui est gratuite. Mais il y a aussi la résorption donc des écoles sous paillotes. Car il y en a des milliers au Burkina Faso, des écoles sous paillotes, où les enfants sont assis sur des cailloux. Il y a ce travail qui est en train d'être fait.
Il y a la construction de 40 000 logements sociaux pour essayer d'accompagner ceux qui n'en ont pas. Il y a la subvention des engrais et des dons de semences améliorées aux agriculteurs les moins nantis. L'adoption d'une stratégie nationale de protection et de promotion des personnes vivant avec un handicap et la création d'un département ministériel chargé de cette question. Il y a l'adoption d'une politique nationale de protection sociale. Il y a aussi la mise en place du PUS, le programme d'urgence pour le Sahel. Parce que ces gens vivant à ce niveau, ce n'est pas seulement la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement la lutte armée. Il faut aussi travailler à asseoir des infrastructures de santé éducative au niveau donc dans ces zones-là. Parce que ces populations qui vivent là-bas se sentent marginalisées, écartées. C'est pourquoi beaucoup de jeunes parmi ces populations se reconvertissent en terroristes. Simplement pour avoir à manger, mais aussi parce qu'ils sont contre tout ce monde qui mange chaque jour allègrement et qui jette le reste, pendant que eux, ils n'ont même pas cette poubelle pour aller fouiller et chercher de quoi donc se nourrir. Il y a ces milliers de jeunes aujourd'hui qui en Afrique, de manière générale, et qui au Burkina Faso, lorsque l'on lance un concours pour recruter 10 000 places, il y en a 500 000, 1 million qui se présentent et qui luttent, qui ont des diplômes, qui ont des bagages, mais dont le marché de l'emploi n'en a pas besoin. Ils se sentent exclus. Alors, à ce niveau, le ministère que j'occupe essaie donc de tenter de pallier. Il y a donc des fonds nationaux qui accompagnent ça. Il y a la formation professionnelle. Il y a des projets et programmes. Il y a tout. Je voudrais inviter beaucoup d'entre vous qui pourront venir. Nous avons organisé un forum de la jeunesse où nous allons faire donc un salon de la créativité et d'innovation donc des jeunes. Il y a une loi qui a été adoptée pour les personnes âgées, pour la protection de ces personnes âgées. Il y a une loi qui essaie d'encadrer les enfants en situation de rue. Il y a une loi sur la promotion du genre et de la femme. Il y a la gestion des conflits communautaires. On a créé donc un ministère chargé de la cohésion sociale et des droits humains. Alors, il y a. Mais est-ce que cela peut résoudre? On dit qu'au début était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole crée l'action, et l'action renchérit la parole. La contribution du volontariat et l'engagement à la promotion de l'inclusion sociale. Burkina Faso est reconnu comme un pays de volontariat. Et cela se justifie par le fait que dans la transition, on a une société de solidarité, d'entraide, ce qui constitue l'une des bases du volontariat. Les formes traditionnelles de volontariat et d'engagement citoyen couvrent les diverses situations de vie et se manifestent entre autres par des actions de solidarité. Vous savez, chez nous, pour les pauvres, souvent, les jeunes s'organisent et ils vont cultiver dans les différents champs des pauvres pour essayer de les accompagner. Il y a ces actions de solidarité. Aménager les routes, contribuer à construire les cases des vieilles personnes ou des personnes diminuées. Il existe différentes formes de volontariat au Burkina Faso. Il y a donc le groupement d'intérêt public dont le DG, le directeur général même est là, et cette forme est régie par une loi spécifique qui est le volontariat national qui mobilise et gère les volontaires nationaux et internationaux de réciprocité à travers donc ce groupement d'intérêt. Ce groupement d'intérêt a été créé depuis 2008 et a mobilisé depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui près de 30 000 volontaires nationaux et une quarantaine de volontaires internationaux de réciprocité. Il y a aussi les agents de santé à base communautaire. Depuis 2016, le ministère de la Santé, en partenariat avec le Fonds mondial de lutte contre le sida et la lutte contre le palud, la tuberculose, mobilise environ 1800 agents de santé à base communautaire. Et ces agents qui sont mobilisés et de façon volontaire, parce qu'ils n'ont pas un salaire, ils ont une petite contribution. Ils participent entre autres à la promotion de l'allaitement matériel, la promotion de la croissance physique et le développement mental de l'enfant et la préservation des maladies, la prise en charge à domicile des cas de diarrhée et d'autres maladies. Il y a aussi les enseignants du programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale. Vous voyez, le fait qu'on ait beaucoup de diplômés qui chôment, alors l'idée a été
de prendre donc ces jeunes dans un cadre donc de volontariat. Et on les a inscrits donc dans le programme présidentiel qui a permis donc de 2006 à 2008 de recruter 7 417 étudiants sur un objectif de 16 800 d'ici 2000 pour enseigner dans les établissements post-primaires. Ça veut dire que ces jeunes, au lieu d'être là, on les prend et à raison donc de 100 000 autour de je ne sais pas combien d'euros, et pour que tous ces étudiants-là se mettent à l'assaut des écoles primaires pour essayer donc d'aider leurs jeunes frères. Il y a les brigadiers des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Et là, il y en a eu près de 14 000 qui ont été recrutés donc de 2016 à 2018. Et ces gens-là, pendant les périodes donc, de saison pluvieuse, ils aident le travail au niveau donc, des champs. Il y a les volontaires agents de sécurité, les VADS, qui aident la police pour réglementer donc, la sécurité routière. Il y a la brigade verte, qui est reconnue mondialement et qui avait commencé donc avec le maire Simon Comporé, qui avait commencé avec donc 33 000 femmes qui balaient les rues, à raison peut-être au maximum de moins de 5 euros par mois. Oui. Mais il y a aussi les appelés du Service national de développement. Il y a aussi, bon, je ne pourrais pas tout citer, et comme le temps m'est compté. Malgré que je m'accompagne donc avec mes papiers, je risque de déborder. Il y a aussi le renforcement de la résilience des communautés par l'amélioration de leurs conditions de vie. À titre d'exemple, on peut citer les missions de volontariat axées sur la lutte contre la désertification, l'appui de la coopération maraîchère, l'organisation et l'appui des groupements villageois et des groupements professionnels. Et je ne voudrais pas donc tout citer, mais je vais terminer par là. Quelles sont les mesures concrètes et innovantes pour des réponses efficaces à l'inclusion sociale et professionnelle? Le volontariat et l'engagement citoyen comme une réponse efficace. Le volontariat étant un engagement libre et responsable qui permet à tout un chacun de consacrer du temps durant une période de sa vie à une action d'intérêt général, peut être une opportunité pour promouvoir et contribuer à réaliser l'inclusion sociale. Une première mesure concrète est l'engagement massif de ces volontaires dans les secteurs et les zones qui comptent le plus grand nombre d'exclus. Il s'agit notamment des secteurs à grande source de création d'emplois et de recherche ou à grand potentiel social comme l'agriculture, l'élevage, l'environnement, l'assainissement des villes, l'entretien des routes, la sécurité routière, la résilience, la paix et la cohésion sociale, la santé, l'éducation et la formation professionnelle. Il faudrait dans ce sens, au niveau du Burkina en tout cas, nous avons donc une vision de pouvoir élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de volontariat et d'inclusion sociale. Pour que le volontariat soit vraiment inclusif, efficace et utile, il faut faire partie donc d'une démarche structurée. Nous avons eu la chance au niveau du Burkina Faso d'avoir été retenus et d'avoir été choisis pour qu'on mette en place un centre de formation et de recherche sur le volontariat à vocation internationale et qui est basé à Ouagadougou. Nous souhaitons donc un accompagnement dans ce sens-là. Il y a aussi le fait que nous avons rencontré hier les volontaires qui sont ici, les volontaires de réciprocité qui sont en France. Nous avons échangé et le souhait est que nous puissions donc aussi mettre en place une structure qui pourrait les accompagner sur le terrain. Et il y a beaucoup d'autres propositions, mais comme je regarde que le temps, parce que ma montre me signale en bas que mon temps est épuisé, je voudrais donc ne pas abuser du temps, parce que l'on dit souvent que celui qui parle, même s'il ne se fatigue pas, il doit avoir pitié de ceux qui écoutent. Merci. 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 Alors, on a un petit peu de retard, mais ça devrait aller. On va passer la parole à Victoire Toméga Dogbe. Vous pouvez rester là ou vous pouvez aller là comme vous le souhaitez. Donc, vous êtes ministre du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes du Togo. Et là aussi, on a souhaité avoir votre avis sur les questions liées à l'insertion sociale, professionnelle. Et donc, quel est votre regard et quelles sont les propositions éventuelles que vous pourriez faire pour améliorer ces systèmes? À vous pour 10 minutes. Merci beaucoup.
je voudrais, à la suite de mon prédécesseur, exprimer la sincère gratitude du président de la République togolaise et de tout le gouvernement pour l'aimable invitation qui a été adressée à notre pays pour participer à cet important événement qui célèbre la solidarité entre les peuples et surtout saisir cette opportunité pour partager l'expérience du Togo avec vous. Mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, la population de nos pays, je veux parler des pays africains, est majoritairement jeune. Dans mon pays, le Togo, 70% de la population ont moins de 35 ans, ce qui pose de sérieux problèmes en termes de satisfaction de besoins sociaux au niveau éducation, santé, et accès à l'emploi, etc. Chaque année, nous assistons au déversement de 40 000 étudiants diplômés des universités togolaises qui sont à la recherche d'emploi, qui ont besoin d'être insérés professionnellement. Nous avons également dans nos milieux, dans nos localités, beaucoup de jeunes qui ont appris un métier, mais parce que vivant dans un environnement très pauvre, n'ont pas la chance de se créer un atelier, d'ouvrir un atelier. Et nous avons également des jeunes qui n'ont pas la chance de finir leur cursus scolaire parce que vivant dans des milieux très pauvres, ils sont donc exclus de la société. Et donc, face à une telle situation, nous sommes tenus de réagir. Et ce qui se passe en général, c'est que nous assistons à une véritable crise de solidarité et de citoyenneté entre et au sein des peuples, avec pour corollaire le repli sur soi, l'intégrisme, le communautarisme, etc., et une exacerbation des questions identitaires et d'appartenance, par exemple les religions, les groupes ethniques, les races, etc., et ce qui renforce ainsi les clichés et les inégalités sociales. Mes prédécesseurs l'ont relevé aussi. Nous assistons, pas seulement en Afrique, mais aussi dans les pays comme ici, à une certaine fracture sociale, et qui fait qu'un certain nombre de jeunes, surtout, se sentent isolés et pensent que leurs préoccupations ne sont pas suffisamment prises en compte par les politiques publiques. C'est un constat général. Nous vivons également dans un monde paradoxalement inquiétant du fait du développement des technologies, des nouvelles technologies et de leurs effets sur les relations humaines. Nous avons un monde très connecté avec les technologies, mais ces technologies n'ont pas autant rapproché les hommes. Ça les éloigne davantage. Et surtout que c'est des moyens, surtout quand on prend les médias sociaux, c'est ces moyens par lesquels que les jeunes utilisent pour pouvoir se faire entendre. Et nous connaissons tous aussi les conséquences. Et malheureusement, les stratégies de développement présentent des limites en termes d'inclusion sociale et de ciblage des bénéficiaires. Il faut le reconnaître. Dans notre pays, le Togo, je crois que nous avons pris une certaine conscience de la chose. Et déjà, il y a 10 ans, le président de la République a mis en place un ministère qui est désigné développement à la base, qui est un ministère de proximité, et qui est un ministère d'écoute, qui est un ministère qui donne la chance aux personnes exclues d'être proches, qu'on se rapproche d'eux, qu'on prenne en compte leurs préoccupations. Et c'est dans ce cadre-là que également le volontariat a été pris comme un des moyens pour pouvoir renforcer l'employabilité des jeunes, faciliter leur insertion professionnelle et surtout aussi renforcer leur engagement citoyen. Donc, de toutes les formes d'engagement citoyen, le volontariat dans sa dimension formalisée, telle que portée par les politiques publiques, constitue une nouvelle forme d'expression de solidarité,
de construction citoyenne, d'inclusion et un outil d'établissement de nouveaux rapports sociaux entre les peuples et les groupes sociaux. Alors, je voudrais déjà aborder une des questions qui nous a été posée. Quels sont les freins qui nous empêchent de répondre efficacement à ce défi d'insertion et d'inclusion? Il faut juste reconnaître que ce défi nécessite une autre manière de voir les choses, une autre manière de gouverner les peuples, une autre manière de faire en sorte que ceux qui sont bénéficiaires des politiques puissent en être les premiers acteurs. Et donc, une certaine implication, une certaine responsabilisation qui est partagée. Et donc, ce qui freine ou qui empêche de répondre efficacement à ce défi, c'est, je pense, le manque d'une volonté politique, une réelle volonté politique. Quand on a la volonté politique, on peut aller taper toutes les portes, on a la solution. Donc, je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est l'absence de mécanismes d'écoute, d'inclusion et de participation. Comme je venais de le dire, dans le cas du Togo, à un moment donné, le Togo est passé par des moments difficiles, on n'a pas eu d'appui au niveau international, mais donc on devait se prendre en charge et on a senti ce besoin-là. Il y a également le fait qu'il y a une faible prise en compte des jeunes et du développement de leur parcours d'engagement dans l'élaboration des politiques publiques. Les jeunes s'impliquent davantage dans le développement de leur pays lorsqu'ils connaissent leur place et leur rôle en tant que citoyens. Également, on se rend compte que même si on parle de volontariat, on se rend compte que malgré son intérêt et sa dynamique, le volontariat demeure toujours méconnu et assez peu valorisé dans nos communautés. On ne prête pas encore assez attention aux réservoirs de solidarité qui s'y trouvent et qui peut sans aucun doute se déployer davantage. Alors face donc à ce constat, ce que nous avons fait dans notre pays, je l'ai dit tantôt, c'est le fait aussi d'avoir mis en place ce ministère qui est dédié aux questions de développement à la base, mais surtout, nous avons un plan stratégique national pour l'emploi des jeunes, dont un des axes porte sur le renforcement de l'employabilité des jeunes. Il y a l'auto-emploi, mais aussi pour voir comment on peut faciliter l'insertion des jeunes. Et c'est dans ce cadre donc, que le volontariat a été lancé dans notre pays et porté par toute la population. Porté par toute la population parce qu'il y avait une réelle volonté politique. Et donc, comme il y a une réelle volonté politique, l'État n'a pas hésité à doter, par exemple, l'agence du volontariat de ressources financières, humaines, techniques nécessaires pour réaliser sa mission. Et cette mission, c'est de faire du volontariat un outil innovant et inclusif de développement durable. Donc, le gouvernement togolais a créé ainsi un environnement favorable au développement du volontariat à travers une politique nationale jeunesse qui a conduit à la reconnaissance de l'engagement volontaire comme un outil de mobilisation populaire au service de la lutte contre la pauvreté. Et donc ça s'est traduit par l'implication des jeunes eux-mêmes dans tout le processus de mise en œuvre de volontariat. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette volonté s'est encore confirmée tout récemment dans le nouveau plan national de développement de notre pays de 2018 à 2022, où c'est clairement dit que l'ambition du gouvernement consiste à créer les conditions idoines pour assurer l'autonomisation des jeunes, des femmes et favoriser l'émergence d'une jeunesse togolaise responsable et prise de valeurs de paix, de solidarité et fortement engagée pour le développement durable du pays. Et donc, à ce niveau, on pense beaucoup plus à renforcer les mécanismes d'inclusion sociale. Il y a les filets de protection sociale, les cantines scolaires, les cash transferts, tout ça. Mais surtout, faire du jeune le premier acteur de son développement. Alors, quelles sont les innovations que nous avons eu à développer au Togo à la hauteur des attentes, je dis bien des attentes exprimées? Parce que nous avons pensé qu'il faut vraiment offrir une diversification. L'offre de volontariat doit être diversifiée. Nous avons le volontariat d'engagement citoyen, une formidable expérience d'inclusion sociale. C'est juste
un volontariat qui cible les jeunes déscolarisés, semi-scolarisés, ces jeunes qui n'ont pas la chance de finir leur parcours, comme je l'ai dit. Et donc, avec ce programme, on essaie de promouvoir l'engagement citoyen, la solidarité, l'inclusion sociale à l'endroit de ces jeunes-là. Et la pertinence de ce programme de volontariat, c'est lié au fait qu'ils prennent en compte en 2 ans, des dizaines de milliers de jeunes. Et je peux dire que de tous nos programmes de volontariat, c'est le plus qui connaît le succès, parce que ça touche réellement les plus exclus de notre société. Donc, nous avons plusieurs volontaires d'engagement citoyen qui, après leur mission, ont une meilleure estime ils ont une estime de soi qui est renforcée. Et pendant leur mission, ils ont la chance de se retrouver en groupement d'épargne de crédit de jeunes sur une éducation financière. Dès le premier jour, il a un compte dans une banque, dans une institution de microfinance, et donc on lui apprend à épargner. Ce programme procure donc des revenus à ces volontaires et des fois même des kits d'outils, parce que quand vous êtes artisan, vous participez à ce programme, à la fin, on vous accompagne avec des kits d'outils pour que vous puissiez démarrer votre atelier. Et donc, c'est des projets de vie qui transforment totalement la vie de ces jeunes exclus-là. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons 15 472 jeunes volontaires d'engagement citoyen, dont 10 521 femmes. C'est plus de femmes qui sont touchées par ce volontariat. Et ça engage aussi des volontaires seniors, c'est-à-dire ceux-là qui acceptent volontairement dans les quartiers d'accompagner ces jeunes-là. Nous avons également le volontariat national de compétences. D'ailleurs, c'est par là que nous avons démarré le volontariat dans notre pays. Ça touche beaucoup plus les diplômés. Et aujourd'hui, nous avons presque 10 000 diplômés qui sont passés par cette possibilité d'avoir une première expérience professionnelle. Et aujourd'hui, nous avons 72% qui ont pu s'insérer professionnellement parce qu'ils sont passés par le volontariat. Nous avons le volontariat international de réciprocité qui encourage les jeunes à l'interculturalité et qui sensibilise les jeunes à la citoyenneté mondiale. Et là également, nous avons de très bons partenariats avec France Volontaire et je voudrais saluer ce partenariat-là. Et aujourd'hui, nous avons quand même pratiquement 22 jeunes, dont 9 femmes qui sont passées par le volontariat international de réciprocité. Nous savons aussi que la valorisation des formes de volontariat portées par la société civile. Par exemple, nous encourageons vraiment le volontariat associatif. Et ça se fait avec France Volontaire, Volontaires des Nations Unies, Peace Corps, Croix-Rouge, etc. Nous sommes en train de travailler sur la valorisation des parcours d'engagement de la diaspora togolaise, parce que nous pensons qu'il faut absolument impliquer également la diaspora dans les programmes de volontariat, sur le plan de la santé et de l'agriculture, selon les axes prioritaires de notre plan national de développement. Et nous sommes assez avancés pour que nous puissions mobiliser ces compétences-là de la diaspora dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'économie sociale. Et c'est un programme qui entend offrir aux Togolais de l'extérieur l'opportunité de valoriser leurs compétences et leur savoir-faire au profit du développement social et économique de notre pays. Je voudrais, pour finir, dire que relever le défi de l'inclusion sociale et professionnelle commence par une prise de conscience des vrais enjeux sociétaux, puis un fort engagement pour un changement de mentalité, de paradigme et d'approche. Le volontariat y joue un rôle crucial en ce qu'il favorise, par ses diverses mobilités, locales, nationales et internationales, la connaissance et la découverte de l'autre, l'émergence d'un esprit de partage, de tolérance, de solidarité beaucoup plus respectueux des valeurs humaines et universelles. Et à ce titre, j'aimerais porter un plaidoyer spécifique en faveur du développement du volontariat international de réciprocité pour que davantage de structures d'accueil du Nord s'engagent à accueillir les jeunes du Sud en service volontaire. Et ce volontariat a le mérite de susciter auprès des jeunes, notamment du Sud, des engagements plus marqués en faveur des enjeux mondiaux,
des perspectives personnelles plus réalistes. Et pour cela, soutenir cette initiative serait, à mon avis, une façon de donner une connotation actuelle et humaine à la coopération au développement. Et je voudrais également dire que pour construire la paix dans nos pays, qu'ils soient du Sud ou du Nord, il faut offrir le meilleur cadre aux jeunes. Il faut permettre aux jeunes de se rendre utiles à leur société, à leur communauté. Il faut permettre aux jeunes de déployer pleinement leur potentiel et il faut faire en sorte que les jeunes fassent partie des solutions aux problèmes de notre société. Je vous remercie et heureuse célébration à France Volontaire. Merci. Alors nous avons un problème, c'est qu'il nous reste un quart d'heure avant la fin de la pause du café. Donc, d'abord, je voudrais quand même, avec votre autorisation, libérer Audrey Pulvar, qui m'avait prévenu qu'elle avait une autre réunion un peu plus loin, et c'est peut-être déjà démarré. Donc, je voudrais remercier Audrey Pulvar et, bien sûr... Alors, on avait imaginé l'intervention de Mamadou Mouktar Diallo, qui est ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes de Guinée, parce que en Guinée, il y a eu la revue nationale sur le volontariat, et évidemment, le regard de la Guinée était intéressant sur le volontariat avec l'échéance 2030. Alors, Mamadou, si vous pouvez être très court, ça serait magnifique. Sinon, nous n'aurons pas de café, ça va être terrible. Et tout le monde vous en voudra. Non, c'est pas vrai. Personne ne vous en voudra. Vous pouvez rester là ou aller là-bas si vous le souhaitez. Je vais volontairement essayer d'être très court. Je voudrais, à l'image de mes prédécesseurs, exprimer à l'entame de mes propos toute ma gratitude d'être invité ici à cette importante rencontre par les autorités françaises, par les responsables de France Volontaire. Bien sûr, on m'a dit de faire une communication en lien avec les ODD, mais je crois que je vais voir si, en quelques mots, je pourrais rapidement dire que le gouvernement guinéen contribue à un environnement favorable au développement du volontariat à travers une politique nationale qui a conduit à la mise en place d'une agence nationale de volontariat jeunesse, ANVJ, instituée en 2015 par le président de la République, le professeur Alpha Condé. De même, des centaines d'associations guinéennes agréées par l'État contribuent activement à la mise en œuvre des projets de développement communautaire comme les organisations de volontariat. Bien sûr, la Guinée met en œuvre plusieurs projets dans le cadre du volontariat. Je vais citer comme exemple 111 volontaires internationaux de France Volontaire, 86 volontaires du PVNU et 144 volontaires de PUSCOR qui sont actifs sur le terrain et qui contribuent activement justement à l'atteinte des ODD. Le volontariat occupe aujourd'hui une place importante dans le processus de développement des pays, en particulier la Guinée, où un grand nombre de jeunes volontaires sont sur le terrain et interviennent dans divers domaines auprès des communautés et dans diverses structures pour la mise en œuvre du plan de développement local. Le volontariat international, à la croisée de la solidarité, du développement économique et de la citoyenneté, est un puissant levier de cohésion sociale. Il permet un brassage des cultures et une mixité sociale forte, meilleur rempart à la fracture sociale.
Il crée un moment unique de rencontre entre des jeunes de cultures différentes autour d'un projet commun de solidarité qui agit comme un stimulateur de stabilité, de curiosité positive et d'ouverture aux autres. Chez nous, en Guinée, le volontariat permet de renforcer l'unité nationale, permet d'effacer beaucoup de préjugés, notamment communautaires. Et pour le volontaire, c'est une expérience de formation dans le développement d'un esprit critique et l'apprentissage de vivre ensemble qui participe à la construction d'une conscience civique et citoyenne globale. Je vais sauter des paragraphes, voire des pages de ma communication pour dire que en Guinée, toutes les organisations de volontariat national et international ont priorisé les cibles, ont ciblé les objectifs de développement durable ayant trait à notre secteur pour les 5 prochaines années. Notamment l'objectif 17 qui est, je cite, « renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser ». Je voudrais rappeler que le volontariat pour le gouvernement guinéen est un moyen puissant, polyvalent et transversal dans la mise en œuvre des ODD. Il confère au volontariat la capacité à mobiliser les individus aux échelles nationales et internationales, bien sûr, pour contribuer à mettre en application les politiques de développement. L'objectif numéro 17 mentionne explicitement les associations de volontaires en tant que partenaires d'exécution de l'ensemble des objectifs et pour nous, cela est extrêmement important dans le cadre de la promotion du volontariat. En Guinée, les volontaires fournissent une expertise technique. Par exemple, je cite quelques exemples rapidement. Dans le domaine de la santé, qui est l'objectif 3, de l'éducation, l'objectif 4, de l'eau salubre et de l'assainissement, l'objectif numéro 6, les énergies renouvelables, 7, et des écosystèmes durables, objectifs numéro 17, 14 et 15, des personnes vulnérables, handicapées, enfants, etc. Il contribue à renforcer les compétences et les capacités, en particulier des jeunes et des personnes éloignées du marché de l'emploi, améliorant ainsi leur employabilité. Je signale rapidement que chez nous, en Guinée, le volontariat constitue non seulement un moyen d'éducation, de participation citoyenne au développement, mais constitue aussi un levier d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes. Donc, participe à la lutte contre la pauvreté, comme l'ont signalé ici les ministres du Togo et du Burkina. Je vais terminer par dire que les principaux objectifs stratégiques du secteur pour les 5 prochaines années sont: les volontaires seront impliqués dans les campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations n'ayant pas accès à l'information pour les encourager à s'approprier des 17 objectifs des ODD. Une base de données d'acteurs témoins s'étant bien sûr appropriés des objectifs, chacun dans son domaine sera disponible. Des compétences seront renforcées dans les différents domaines relevant des objectifs par le transfert de connaissances et de l'expérience. Bien sûr, l'appropriation générale des objectifs au niveau national sera notée avec des indicateurs mesurables. Le 5e et dernier objectif est l'accompagnement des volontaires dans ces différentes étapes, bien sûr, sera mesuré. Alors, en Guinée, les organisations nationales et internationales de volontariat comptent contribuer à la réalisation des ODD de la manière suivante. Contribuer à accroître la notoriété
et la reconnaissance des différentes formes de volontariat et d'engagement volontaire sur le plan mondial, développer et généraliser la culture de l'innovation au sein des différentes familles de volontaires, accompagner et faciliter la mobilisation accrue des volontaires au profit des projets de développement durable et renforcer les organisations nationales de volontariat, faciliter le volontariat de réciprocité sud-nord et sud-sud. Je conclus en disant qu'au regard de l'importance que le gouvernement accorde au volontariat, le chef de l'État, le président de la République, a initié un projet national de reboisement, donc sur l'ensemble du territoire national, en impliquant 68 400 jeunes, justement, dans ce programme de reboisement national. Et ça permet aussi à ces jeunes d'être occupés et d'avoir un revenu. Et il y a aussi un projet important consistant à mettre en activité 4400 jeunes dans le cadre du volontariat. Et je précise qu'actuellement, il y a 100 volontaires, d'ailleurs, qui sont actuellement en formation pour être déployés. Et ces jeunes seront déployés sur l'ensemble du territoire et chacun aura, je ne dirais pas un salaire, mais je veux dire un soutien, un traitement d'environ 100 € par mois. Donc ça permet à ces jeunes d'être occupés et de contribuer au développement du pays. Et donc, je vous remercie justement encore une fois pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le renforcement du volontariat. Vive la coopération internationale, vive le volontariat pour un monde meilleur. Heureuse célébration des 10 ans de France Volontaire. Je vous remercie. Merci Mamadou. Pardon. Merci Mamadou. Alors, juste avant la pause, et nous prendrons 15 minutes de café, donc on essaiera de redémarrer après vers 55. Je voulais juste vous montrer cela. Donc, c'est les dessins. Normalement, ça devrait être reproduit là-bas, derrière, si la caméra le fait. Non. Si. Alors c'est peut-être un peu petit, mais vous pourrez les voir pendant le moment du café. Voilà, ça c'en est un. Je vous montre un deuxième. Pardon. Oui. C'est moins fort technologiquement que... Mais... Un deuxième, un troisième. Un quatrième et je crois dernier. Voilà. Alors, il me reste vraiment à remercier très chaleureusement nos intervenants et puis donc à vous souhaiter une bonne pause café et on redémarre à -5. Merci.